Maliennes, Maliens, Aoniché. Je vous salue, Africaines, Africains, Mbote, Mbolo, Mbibara, Laïta, Jambo. Je vous salue, Inakawana, où que vous soyez, Nangadef. Mais réagir sur les propos tenus hier dans une émission de France Inter par le président François Hollande, ancien président de la République française, ancien premier secrétaire du Parti socialiste français, dont je fus d'ailleurs membre un certain temps, et actuellement député de l'Assemblée nationale française. Ces propos, je voudrais vous les faire écouter dans leur originalité ici, tels qu'il les a tenus hier, alors qu'il était interviewé sur France Inter. On ne peut pas critiquer quelqu'un sans être passé par lui, c'est-à-dire sans l'avoir écouté. Donc, on lui donne la parole. On lui donne la parole ici. Douleur. Parce que... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai été... Je reprends exactement. Envoyé des forces... Je vais vous reprendre tout ça. Hop. J'ai été... Je vis cette situation avec beaucoup de douleur. Parce que j'ai été le président qui a envoyé des forces françaises au Mali et il y a eu plus de 50 morts de soldats et de nombreux blessés pour sauver le Mali, pour précisément lui éviter de tomber sur la coupe des djihadistes. Ensuite, la France s'est retirée. Je ne vais pas ici en donner, c'était pas ma responsabilité, les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. Et on a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là, au Mali, finalement, vous posiez la première question sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un lien entre le Mali et l'Ukraine? Oui, il y a un lien. Parce que au Mali, conséquence du fait que la Russie s'est ce sont substituée à la les France. Russes, les services russes qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur aient pas donnée. Donc aujourd'hui, on peut dire, c'est loin, ça nous intéresse pas. Si ça nous intéresse, les conflits, il faut toujours les regarder à la fois par rapport à ce qu'ils provoquent sur place, mais aussi avec leurs effets sur notre propre continent ou notre propre... Là, il y a une menace. Les Russes, de ce point de vue, sont tout à fait désireux de déstabiliser pas simplement le Mali, mais la France. Je vis cette situation avec beaucoup de douleur. Une deuxième fois. Parce que j'ai été le président qui a envoyé des forces françaises au Mali et il y a eu plus de 50 morts de soldats et de nombreux blessés pour sauver le Mali, pour précisément lui éviter de tomber sur la coupe des djihadistes. Ensuite, la France s'est retirée. Je ne vais pas ici en donner, c'était pas ma responsabilité, les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. Et on a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là, au Mali, finalement, vous posiez la première question sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un lien entre le Mali et l'Ukraine? Oui, il y a un lien. Parce que au Mali, conséquence du fait que la Russie s'est ce sont substituée à la les France. Russes les services russes qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur aient pas donnée. Donc aujourd'hui, on peut dire, c'est loin, ça nous intéresse pas. Si ça nous intéresse, les conflits, il faut toujours les regarder à la fois par rapport à ce qu'ils provoquent sur place, mais aussi avec leurs effets sur notre propre continent ou notre propre... Là, il y a une menace. Les Russes, de ce point de vue, sont tout à fait désireux de déstabiliser pas simplement le Mali, mais la France. Une troisième fois. Dernière fois. Parce que j'ai été le président qui a envoyé des forces françaises au Mali et il y a eu plus de 50 morts de soldats et de nombreux blessés pour sauver le Mali, pour précisément lui éviter de tomber sur la coupe des djihadistes. Ensuite, la France s'est retirée. Je ne vais pas ici en donner, c'était pas ma responsabilité, les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. Et on a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là, au Mali, finalement, vous posiez la première question sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un lien entre le Mali et l'Ukraine? Oui, il y a un lien. Parce que au Mali, conséquence du fait que la Russie s'est ce sont substituée à la les France. Russes les services russes qui ont d'abord... Ça, c'est un menteur au travail. Et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur aient pas donnée. Donc aujourd'hui, on
On peut dire, c'est loin, ça nous intéresse pas. Si, ça nous intéresse. Les conflits, il faut toujours les regarder, à la fois par rapport à ce qu'ils provoquent sur place, mais aussi avec leurs effets sur notre propre continent ou notre propre... Là, il y a une menace. Et les Russes, de ce point de vue, sont tout à fait désireux de déstabiliser, pas simplement le Mali, mais la France. Je Voilà. vis cette situation. Donc, mes chers amis, vous avez écouté, entendu le président Hollande 3 fois. Personne de ceux qui participent à cette émission ne peut dire « je n'ai pas entendu ». Je rappelle que ce sont des propos qu'il a tenus hier, 17 novembre 2025, lorsqu'il répondait à une interview de France Inter, un média public français. Maintenant, quelle est la méthode que nous allons suivre pour montrer, 1, qu'il ment, 2, expliquer pourquoi il ment, et enfin, troisièmement, dire comment tous ces mensonges-là, de l'élite néocolonialiste française, vont finir. La méthode est très simple. D'abord, je vais montrer qu'il ment en le prenant au mot. Il va dire une phrase, je vais démontrer que c'est faux. Une deuxième phrase, je démontre que c'est faux. Je vais montrer phrase par phrase que c'est faux. Toutes les affirmations de François Hollande, je vais montrer qu'elles sont fausses. D'accord? Mais pour cela, on le laissera parler un peu, on s'arrête, on prouve que c'est faux. De telle façon que celui qui regarde cette vidéo peut la donner à François Hollande pour qu'il apprenne à aimer la vérité. C'est pas trop tard. À plus de 60 ans, on peut quand même essayer de faire un effort de servir la vérité. Bon. On va appliquer cette méthode sans plus tarder. C'est le premier moment. Bon, monsieur Hollande, vous recommencez et cette fois-ci, on va vous interrompre pour montrer que vous mentez. Je vis cette situation avec beaucoup de douleur. Je reviens là. Hop. Je vais le prendre là. Je vis cette situation avec beaucoup de douleur. Parce que j'ai été... Monsieur Hollande dit qu'il vit la situation du Mali avec beaucoup de douleur. Bon, je ne me souviens pas qu'il ait participé même à une cagnotte pour aider les victimes du terrorisme au Mali. Je ne me souviens pas que François Hollande ait lancé une initiative humanitaire pour soutenir le peuple malien. Ben, on peut se demander de quelle douleur il parle. Il a mal où? Depuis que le Mali souffre là, Hollande a pris un denier de sa poche là pour aider le Mali. Il a consacré une association. Il a hébergé des réfugiés maliens chez lui. Il a envoyé du mil, du sorgho. Il a envoyé du maïs. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Maliens pour dire que lui, il a mal? Ça, c'est un. Mais comment il peut dire qu'il vit cette situation d'une manière difficile? Qui a mis le Mali sous la déstabilisation du terrorisme? Il ne veut pas en parler, Hollande. Mais nous, on va en parler. Al-Qaïda et l'État islamique ont envahi le Mali lorsque l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, dont la France est un membre éminent, a attaqué la Libye, saccagé la Libye, assassiné Kadhafi, en association avec les deux organisations terroristes en question. Et c'est en Libye que ces organisations terroristes ont reçu, grâce à l'intervention de l'OTAN, toutes les armes nécessaires pour envahir le Sahel, dont le Mali. François Hollande, qui arrive au pouvoir en 2012, ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Au nom du principe de la continuité de l'État, la France, qui a participé au saccage de la Libye, est responsable de la déstabilisation du Mali. L'intervention française au Mali, de ce point de vue, relève donc de la stratégie du pompier pyromane. L'intervention française en 2013 au Mali est une intervention duplicitaire, car sous Nicolas Sarkozy, Barack Hussein Obama, David Cameron, la France a participé à la déstabilisation du Mali. Cela est parfaitement restitué par les mots de l'actuel président français Emmanuel Macron, lorsque celui-ci a été interviewé dans Le Figaro en juin 2017. Je cite Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit « Nous, Français », il parlait de l'intervention de la France de Sarkozy pour tuer Kadhafi, truander la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Macron dit « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Voilà les mots d'Emmanuel Macron dans Le Figaro de juin 2017 en France. François Hollande ne peut pas faire semblant d'ignorer que c'est la France
les États-Unis, la Grande-Bretagne, c'est l'OTAN, c'est l'Alliance militaro-occidentale qui ont envoyé les terroristes au Mali. Ce sont eux qui ont déstabilisé le Mali à travers le saccage de la Libye et l'assassinat de Kadhafi. Et on sait pourquoi ils ont assassiné Kadhafi. Les emails de Mme Hillary Clinton avec son conseiller Sidney Blumenthal ont révélé qu'ils ont assassiné Kadhafi et saccagé la Libye pour s'emparer comme d'habitude du pétrole et du gaz dont ce pays regorge. Ce qu'ils sont actuellement en train de faire. Ils sont actuellement en train de piller la Libye. Et cela depuis 2011. Ils ont assassiné Kadhafi et saccagé la Libye parce que Kadhafi se préparait à mettre en place, révèle les emails de Mme Hillary Clinton, une monnaie qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est écrit noir sur blanc dans les échanges de Mme Hillary Clinton avec son conseiller. Voilà pourquoi Barack Hussein Obama, David Cameron, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, le malfrat, qui vient de passer 20 jours en prison, seulement 20 jours après des crimes économiques, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, eh bien, voilà pourquoi ces gens-là ont attaqué la Libye. Cela est scientifiquement connu. Nous l'avons documenté dans notre maître ouvrage de cette année que je vous recommande encore. Dans notre maître ouvrage de cette année que je vous recommande encore. Donc, le président François Hollande ne peut pas exprimer de l'amertume sans condamner d'abord la France qui est coupable de la déstabilisation, comme les États-Unis d'Obama, comme la Grande-Bretagne de Cameron, comme Al-Qaïda et l'État islamique, les alliés de l'OTAN. M. Hollande ne peut pas faire preuve de compassion envers les Maliens sans commencer par s'accuser lui-même, même s'il n'était pas au pouvoir en 2011, au nom du principe de la continuité de l'État. En tant qu'ancien chef de l'État, il est co-responsable de la politique internationale de la France. Donc, on continue à l'écouter, puisque je vous dis que nous allons l'écouter et le contredire. Parce que j'ai été le président qui a envoyé des forces françaises au Mali et il y a eu plus de 50 morts de soldats et de nombreux blessés. On va s'arrêter d'abord là. Monsieur Hollande, attendez un peu. Il dit qu'il est le président qui a envoyé des soldats au Mali et il y a eu plus de 50 morts et de nombreux blessés. Oui, ça c'est vrai. Sauf que nous avons le courrier du 9 janvier 2013 par lequel le président de la transition du Mali d'alors, le professeur Dioncounda Traoré, demandait une intervention de la France. Ce courrier officiel qui se trouve dans les archives du Sénat français à Paris, c'est-à-dire à 130 km de l'endroit où je me trouve. Le courrier officiel que le président de la transition du Mali d'alors, le professeur Dioncounda Traoré, avait écrit, demandait exclusivement à la France d'apporter un appui-feu aérien à l'armée malienne contre les colonnes terroristes et de donner du renseignement à l'armée malienne. Il était entendu, du point de vue du président Dioncounda Traoré, que l'armée malienne s'occuperait de régler leurs comptes au sol, aux groupes terroristes qui ne pouvaient pas vaincre l'armée malienne au combat terrestre. Même si l'armée malienne était fortement affaiblie, les groupes terroristes ne pouvaient pas la vaincre au combat terrestre. L'armée malienne, à travers le chef de l'État intérimaire d'alors, Dioncounda Traoré, chef suprême des forces armées de l'époque, demandait uniquement à la France d'apporter un appui feu aérien, c'est-à-dire d'intervenir par des bombardements d'aviation et de donner un renseignement grâce aux satellites français sur les positions précises des terroristes. Au sol, l'armée malienne allait s'en occuper. François Hollande a violé la demande précise du chef de l'État malien. Il a forcé la main au Mali et au lieu d'apporter uniquement l'appui feu aérien et le renseignement qui était demandé, François Hollande en a profité pour envahir militairement le Mali. Du jour au lendemain, le Mali s'est retrouvé réoccupé militairement par l'armée française, qui est pourtant l'ancienne armée coloniale qui a ensanglanté ce pays pendant plusieurs décennies, entre le 19e et le 20e siècle. Donc il faut que vous sachiez que François Hollande n'a pas fait intervenir l'armée française au Mali avec l'accord des autorités maliennes. Il les a forcés
il les a soumises. Il a tordu le bras à Dioncounda Traoré, qui était en position de faiblesse et qui n'a pas osé se rebiffer, puisqu'il a été mis devant le fait accompli. Donc quand M. Hollande dit qu'il a fait intervenir les troupes françaises au Mali, il faut qu'il ajoute qu'il l'a fait de façon illégale, néocolonialiste, condescendante et méprisante envers la souveraineté malienne. Le document dont je vous parle, je vous retrouverai une copie que je vais publier sur ma page Facebook. Parce que je vois comment ils sont en train de signaler l'émission un peu partout. Par exemple, sur TikTok, ils signalent l'émission, alors que je suis en train de restituer des faits historiques. Ceux qui signalent l'émission sur TikTok, ayez un peu de respect pour le travail scientifique que nous abattons. Je ne suis pas en train de reprocher à M. Hollande quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement. Je suis en train de parler de faits qu'on peut vérifier. Aucune restriction ne doit être faite quand quelqu'un est en train de restituer des faits historiquement documentés. J'ai parlé du saccage de la Libye. Tout le monde peut vérifier que c'est l'OTAN qui a saccagé la Libye. Tout le monde peut vérifier que l'OTAN l'a fait en association avec les groupes terroristes. Oui ou non? Sur TikTok, vous les autorités de TikTok, de YouTube, de Facebook, vous avez des équipes de vérificateurs. Allez trouver qui a saccagé la Libye, allez trouver les vraies raisons du saccage de la Libye. Vous vous rendrez compte que la responsabilité de l'État, du gouvernement français, sont impliquées. Monsieur Hollande ne peut donc pas paraître comme un sauveur. Il n'a pu paraître comme un sauveur qu'en raison de l'ignorance profonde dans laquelle les masses populaires étaient du rôle de la France dans la déstabilisation du Mali. L'euphorie de 2013, c'est le fait que le peuple malien et ses dirigeants ne semblaient pas ou ne voulaient pas, notamment les dirigeants, prendre entièrement conscience du double jeu français. Il y a eu double jeu, il y a eu duplicité. Alors, M. Hollande dit, je suis responsable d'avoir fait intervenir l'armée française. Et il faut qu'on note que c'est une intervention unilatérale. Unilatérale. Oui, soutenez le live sur TikTok, sur Facebook. Soutenez-le parce que ils sont en train de signaler et essayent de présenter mon exposé comme un encouragement à la haine. Je n'ai incité personne à la haine. Je suis en train de remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire de montrer que François Hollande est un menteur. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et je prends les faits. Alors, il dit qu'il a envoyé l'armée française au Mali. Mais il fait semblant d'oublier ce que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dit au ministre des Affaires étrangères de François Hollande, qui à l'époque s'appelait Laurent Fabius. C'était en 2013. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la France qui veut intervenir au Mali souhaite avoir l'unanimité des membres du Conseil permanent. Voilà comment Fabius demande à Lavrov que la Russie n'utilise pas son droit de veto et que la Russie n'empêche pas la France d'intervenir contre ce qu'on appelle abusivement à l'époque les djihadistes. Alors, s'ensuit la conversation suivante qui a été rapportée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, toujours vivant. Une conversation qui a eu lieu entre lui et le ministre français des Affaires étrangères d'alors, Laurent Fabius, toujours vivant, qui a été président du Conseil constitutionnel sous Emmanuel Macron. Voici la conversation. La Russie ne va pas s'opposer à votre intervention contre les terroristes au Mali. Mais, mon cher Laurent, souvenez-vous que vous êtes maintenant en train d'aller combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. La réponse célèbre de Laurent Fabius, c'est la vie. Cet entretien inouï, cet entretien scandaleux, montre que Laurent Fabius, chef de la diplomatie de François Hollande, alors président de la République, savait parfaitement que c'est la France qui avait déstabilisé le Mali. Et Laurent Fabius savait de façon pertinente que l'intervention de l'armée française au Mali n'allait pas empêcher en réalité les terroristes de déstabiliser le Mali. C'est une intervention qui aurait pour but de stabiliser le terrorisme au Mali afin de tordre le bras au gouvernement de Bamako et d'imposer le partage et le pillage des matières premières du Mali par les multinationales françaises pour tous les siècles à venir. Là, j'empiète déjà sur la deuxième question posée. Parce que parfois, il faut anticiper pour que les gens comprennent. Donc, en fait, c'était une tromperie. Ce sont ceux qui ont armé les terroristes en Libye qui sont venus faire semblant d'aider les Maliens à combattre les terroristes au Mali. Ce sont eux qui les ont envoyés. Et il y a beaucoup de faits qui vont prouver, en effet, cette complicité intime
entre les puissances de l'OTAN, les groupes terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique et l'invasion du Sahel. Tout a été parfaitement coordonné. Bon, alors, Hollande parle aussi du fait que plus de 50 soldats français ont perdu la vie au Mali. On parle de 54 soldats français. Il s'agit là d'une moquerie envers le peuple africain. Parce que l'Afrique a donné des millions d'êtres humains pour libérer la France pendant les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Des millions d'Africains sont morts pour libérer la France de l'emprise de l'Allemagne lors de la première guerre de 14-18 et libérer la France de l'emprise du nazisme lors de la deuxième guerre mondiale, dite mondiale, mais c'était la guerre mondiale occidentale, de 39-45. C'est par millions que les Africains, et donc par centaines de milliers, que des Maliens sont morts pour la France. Alors que ce sont eux qui constituent aujourd'hui l'essentiel de la population qui est incarcérée dans les centres de rétention administrative et d'expulsion du sol français. Ce sont les Africains qui ont constitué l'essentiel de l'armée de libération française. Sans l'Afrique, la France ne serait pas libre. Voilà pourquoi je fais partie des Africains qui, conscients de l'histoire, marchent fièrement dans les rues de France. J'ai retrouvé dans les archives de l'armée française les guerres de 14-18 et de 39-45 plusieurs Niamsi qui ont combattu. Mes homonymes et mes ancêtres ont combattu pour libérer la France. Si tu t'appelles Dambélé, sache que des Dambélés ont combattu pour libérer la France. Quand tu marches en France, pense à eux et sois fier. La France ne serait pas libre sans les Dambélés. Tu t'appelles Bamba, tu t'appelles Traoré, tu t'appelles Cissé, tu t'appelles Aka, tu t'appelles Assamoah. Sache que tes ancêtres ont libéré ce pays. Que tu sois ouest-africain, nord-africain, centre-africain, est-africain, que tu sois africain des îles antillaises, réunionnaises, de Madagascar, quand tu marches en France, n'oublie jamais que tes nobles ancêtres ont rendu possible ta liberté en France parce que tu as libéré la France. Que valent, en pure comparaison militaire, la perte de 54, que vaut, en pure comparaison militaire, la perte de 54 soldats par rapport à la perte de plus de 2 millions d'hommes, de soldats? Si on doit faire une balance hémoglobinaire entre la France et l'Afrique, qui doit du sang à qui? Monsieur Hollande veut-il nous dire en fait que les 54 soldats français morts lors de l'intervention militaire française au Mali valent plus que les millions d'Africains morts pour libérer la France? C'est cette question qui est posée frontalement et que nous devons poser frontalement à tous les dirigeants néocolonialistes français. Pour qui prenez-vous les Africains? Des vies qui valent moins que rien? Des vies qui ne valent pas les vôtres? Nous allons vous apprendre à nous considérer selon le principe de one life, one life. Une vie vaut une vie. Comme le disait le grand Barthélemy Boganda en République centrafricaine, Zokwezo. L'homme vaut l'homme. Une vie vaut une vie. Nos vies ne valent pas moins cher que les vôtres. Il faut que les dirigeants néocolonialistes français se tympanent, se pénètrent. Il faut qu'ils se perfusent de cette vérité. Je sais que vous n'aimez pas la vérité. Mais elle est comme le nez sur la figure. La France doit du sang à l'Afrique. L'Afrique ne doit pas du sang à la France. Les Africains sont morts pour la France. En quantité immense, incomparable. On ne devrait jamais se tenir devant un pays africain et compter une cinquantaine de soldats français comme étant un sacrifice inimaginable. Un officiel français qui a une culture historique normale ne doit jamais faire de chantage militaire à l'Afrique. Parce que sans l'Afrique, la France ne serait pas la France. Sardou a chanté « Si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, à parler de je ne sais quoi, à faire je ne sais quoi. » Sardou a menti, parce que même les Ricains qui sont venus libérer la France étaient majoritairement des Noirs, les Noirs américains.
Il faut dire, si les Africains n'étaient pas là, il n'y aurait plus jamais de France, car sans les millions d'Africains, la France ne serait pas libérée. Si les Africains n'étaient pas là, on ne parlerait plus français en France. On parlerait que de l'allemand, car Hitler aurait triomphé. On va réécrire la chanson là, la guitare est là. On va réécrire la chanson là pour que vous compreniez. La vérité va entrer dans votre corps, dans ce pays, même par la chanson. Elle va entrer. Voilà donc Hollande en plein mensonge. C'est-à-dire que lui, quand je l'ai vu, j'ai dit ça c'est une galette des rois pour l'après-midi. J'ai dit ça là, vraiment, oh, celui-là, il s'est servi en hostie pour la communication politique de l'après-midi. 54. Qui plus est, on devrait en réalité ouvrir un procès ici en France contre les dirigeants français qui, conscients que la France a participé à la déstabilisation de la Libye, c'est-à-dire à la déstabilisation du Mali, ont envoyé des soldats français mourir par la faute des dirigeants français. Parce que ces 54 morts, ce n'est pas pour l'Afrique qu'ils sont morts. Ils sont morts pour la France. Ils sont morts pour défendre les intérêts français. Puisque la déstabilisation du Mali faisait partie du plan français pour maintenir la mainmise sur les richesses africaines. Ce n'est pas pour l'Afrique qu'ils sont morts pour la France. D'ailleurs, quand on les a enterrés, c'est cette formule qui a été proclamée, qu'ils sont morts pour la France. On n'a pas dit qu'ils sont morts pour l'Afrique. Ils sont morts pour que, à travers la déstabilisation de la Libye, à travers donc l'alliance entre les groupes terroristes et les puissances de l'OTAN, l'OTAN se réinstalle sur toute la bande sahélienne et puisse contrôler le pétrole, le gaz, l'uranium, le coltan, le diamant, le manganèse, n'est-ce pas, le lithium, dont cette région regorge. Voilà pourquoi ils sont morts. Il faut restituer également leur mort à sa signification historique. Oui! Ngera Mbale Nkola. En Bassa, ça veut dire que c'est le temps de la vérité qui est arrivé comme ça. On ne laisse pas le DAS, nous on ne laisse pas de morceaux de vérité à côté. On dépose tout devant vous. Si vous aimez la vérité, vous nous écoutez. Vous n'aimez pas la vérité, c'est pareil. Nous parlons. Donc, on continue d'écouter M. Hollande. On continue de l'écouter. Là, hop, il dit quoi? De soldats et de nombreux blessés pour sauver le Mali. Pour précisément lui éviter de tomber sur la coupe des djihadistes. Hollande n'était pas allé intervenir au Mali pour sauver le Mali. Il est allé intervenir au Mali, en réalité, pour permettre la mainmise de la France sur le Mali. Car c'est la France qui a participé à la déstabilisation du Mali afin de forcer les dirigeants maliens à accepter sa présence militaire. Hollande n'a jamais sauvé le Mali. Au contraire, il a pris le Mali en otage. Souvenez-vous qu'il a violé la demande que le Mali avait faite. Le Mali avait dit, donnez du renseignement aérien et aidez-nous en appui feu aérien, que vos avions rentrent ensuite à Paris et que vos renseignements, par la suite, vous pouvez les arrêter si vous voulez. Il a violé la demande souveraine de l'État malien. Il n'a pas sauvé le Mali. C'est une escroquerie, c'est une manipulation psychologique, c'est une manipulation tactique et stratégique. L'intervention française au Mali, eh bien, en 2013. Tout le monde a compris ça? Donnons-lui la parole. Monsieur Hollande, continuez. Au Mali, Ouais. et il y a eu plus de 50 morts de soldats. Nous, on a eu plus d'1 million. Plus de 2 millions. Sauver le Mali. Pour précisément lui éviter de tomber sur la coupe des djihadistes. Ensuite, la France... Là, il vient de mentir encore, François Hollande. Il ne s'agissait pas d'éviter que le Mali tombe sous la coupe des djihadistes, puisque le plan consistait à déstabiliser le Mali en y installant des poches de terroristes qui forceraient le gouvernement de Bamako de se soumettre aux volontés de la France. Donc, il ne s'agissait pas de combattre les djihadistes. Et je vais donner une preuve que l'armée française n'est pas venue combattre les djihadistes. C'est l'expérience vécue par celui qui était alors colonel, Assimi Goïta, et ses compagnons des forces spéciales maliennes. Lorsque les terroristes sont stoppés dans la ville de Konna et qu'ils commencent à fuir, ils se replient dans Kidal, la capitale du centre-nord du Mali. Et l'armée malienne qui a maintenant le vent en poupe, et dont l'une des colonnes est dirigée par le colonel d'alors Assimi Goïta,
a l'intention d'aller tailler le croupion à ces bandits réfugiés dans Kidal afin de parachever la libération du territoire malien. Est-ce que vous savez qui empêche l'armée malienne de déloger les terroristes de Kidal? C'est l'armée française. L'armée française désarme les colonnes maliennes, les menace de coups et blessures et protège les terroristes dans Kidal. Ça, ce sont les faits de 2013 à 2014. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La preuve manifeste de la collusion, de la complicité entre l'armée française et les terroristes, c'est l'empêchement fait à l'armée malienne de reconquérir le territoire souverain du Mali, de reconquérir Kidal. Et ce sont des faits qui sont documentés et qui sont connus par tous ceux qui ont suivi de très près le dossier. D'accord? Donc François Hollande ment quand il dit qu'ils étaient venus combattre les djihadistes. Non, ils étaient venus, en réalité, installer ces terroristes un peu partout dans le Mali, de telle façon que le gouvernement malien soit en situation de chantage, de faiblesse, et qu'ils fassent leurs 4 volontés à chaque tour de bras. Laissons-le parler. Qui ont donné, c'était pas ma responsabilité, les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait Non, je reviens là. sauvé le Mali, pour précisément lui éviter de tomber sur la coupe des djihadistes. Il n'a sauvé personne. Ensuite, la France s'est retirée. Je ne vais pas ici en donner, c'était pas ma responsabilité, les raisons. Pourquoi il ne veut pas donner les raisons pour lesquelles la France s'est retirée? Parce que s'il donne les raisons, ça remet en cause son discours. La France ne s'est pas retirée. La France a été sommée de partir. C'est le Mali qui a ordonné à l'armée française de partir. L'armée française n'est pas partie du Mali de son propre chef. François Hollande ment. Elle ne s'est pas retirée. Elle a été radiée du sol malien. Voilà les faits. Ils écrivent l'histoire en retournant les situations. C'est le gouvernement du Mali, sous le président Assimi Goïta, qui a ordonné à l'armée française de quitter son sol. Ce n'est pas l'armée française qui, de son propre chef, a décidé de partir. Non. Ce sont les autorités du Mali qui ont ordonné à l'armée française de partir. Pourquoi? Hollande ne veut pas en parler parce que ça gênerait son discours. Si les autorités maliennes ont demandé à l'armée française de quitter leur sol, c'est parce qu'elles se sont rendues compte que, objectivement, l'armée française favorisait la progression du terrorisme. Que l'armée française ne combattait pas vraiment le terrorisme, eh bien, au Mali, au Sahel en général, mais qu'elle contribuait avec la MINUSMA et les forces européennes à le stabiliser. C'était la stabilisation de l'instabilité. Il n'y a qu'à voir l'évolution du positionnement géographique des terroristes avant l'arrivée de l'armée française et après son arrivée. Vous vous rendrez compte que l'arrivée de l'armée française, l'arrivée de la MINUSMA, des forces européennes, est concomitante de l'expansion des terroristes. Et on peut donc, sans difficulté, établir une corrélation directe entre la présence militaire française au Mali et l'expansion du terrorisme. Si vous regardez maintenant la présence militaire française autour de l'AES, vous vous rendez compte qu'elle est en rapport avec l'activité terroriste. Parce que c'est dans tous les pays où l'armée française, autour de l'AES, a encore des positions que les terroristes viennent se ravitailler en armes, en munitions, en argent et en renseignements. Les terroristes sont renseignés, armés à partir du Bénin, renseignés, armés à partir de la Côte d'Ivoire, renseignés, armés à partir de la Mauritanie, renseignés, armés à partir de l'Algérie. Tous pays qui sont dans une relation de complicité contre l'Alliance des États du Sahel avec les forces françaises. Voilà des faits. Voilà des faits. On veut absolument censurer l'expression de la vérité sur ce qui se passe chez nous en Afrique. C'est pas normal. Il faut qu'on parle. Il y a trop de gens qui ont perdu leur vie dans cette histoire. On ne peut pas se permettre de continuer à raser les murs. Monsieur Hollande, parlez. Je vais démontrer que vous mentez. Vous posiez la première question sur l'Ukraine. Bon, est-ce qu'il y a un lien? Non, je reviens. Lui éviter de tomber sur la coupe des djihadistes. Ensuite, la France s'est retirée. Je ne vais pas ici en donner, c'était pas ma responsabilité, les raisons. Il y a eu un coup d'État au Mali, coup d'État militaire qui n'aurait jamais dû être toléré. Jamais. On a bien vu l'influence russe. Parce que ce qui se passe là... François Hollande, pour qui se prend-il? Pour juger de l'histoire du Mali. Pour dire ce qui est tolérable ou intolérable au Mali. Pour qui se prend-il? Dans sa tête, la France est propriétaire du Mali. Il se comporte comme un propriétaire du Mali. C'est un héritier du néocolonialisme, du colonialisme français qui parle. Il a oublié que le Mali n'est pas la France. Il parle comme s'il s'agit de sa propriété, sa chose. Comme si en tant que président français, il avait à arbitrer et à apprécier les événements politiques et à donner les bons et les mauvais points et à dire qui doit gouverner le Mali.
Pourtant, François Hollande a été président de la République française de 2007 à 2012. Cette République fonctionne sur une constitution de 1958. Et cette constitution de 1958 a été proclamée par le général Charles de Gaulle. Or, M. Charles de Gaulle, qui est le fondateur de la 5e République française, a pris le pouvoir ici en France par une rébellion et un coup d'État contre le régime du maréchal Pétain à partir de 1940. Et en 1945, avec l'appui des troupes africaines, des troupes américaines et des troupes russes, il a pris le pouvoir par la guerre, par le coup d'État ici en France, en 1945. Hollande a été président de la 5e République qui a été fondée par un putschiste, un rebelle. Quelqu'un qui avait même été condamné à mort par les tribunaux français du régime Pétain, le général de Gaulle. Il faut donc à M. Hollande souffrir d'un déficit chronique de mémoire pour parler avec mépris du coup d'État, du président Assimi Goïta au Mali. Parce que si on remonte dans l'histoire de la France, qu'est-ce qui a été fait aux monarques de la France par les révolutionnaires en janvier 1793? Le roi, Louis XVII, qu'est-ce qui lui est arrivé? Louis XVI, qu'est-ce qui est arrivé à Louis XVI? Le peuple français révolutionnaire s'empare du roi et lui tranche la tête. Ça, c'est en janvier 1793. Et les Français sont fiers de la Révolution française. Ils sont fiers d'avoir tranché la tête de leur roi. Parce que c'était un roi injuste. Parce que l'ancien régime pratiquait une domination, appauvrissait et méprisait la population. Vous voyez comment ils respectent leurs révolutionnaires? Ils ne souhaitent pas que nous respections Assimi Goïta, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Ruben Umniobe, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Kadhafi. Ils ne veulent pas que nous respections Nyerere, Lumumba. Ils ne veulent pas que nous respections Boganda. Ils ne veulent pas que nous respections nos révolutionnaires comme ils respectent les leurs. Vous voyez comment ils sont? Toujours dans le 2 poids 2 mesures. Et ils osent dire qu'on n'aurait jamais dû tolérer ce coup d'État. La question est la suivante. Est-ce que la France est responsable des processus politiques africains? Est-ce que l'Afrique appartient à la France? Réponse non. Réponse non. Vous n'avez rien à dire. Ou du moins vous pouvez parler, mais vous n'avez aucune décision. Apprendre sur ce qui se passe au Mali, ce n'est pas votre affaire. Ce ne sont pas les Maliens qui ont fondé la 5e République française. Ce sont des Français. Et donc, quand il y a une révolution au Mali, ce n'est pas votre affaire. Vous devez vous contenter d'observer comme tout le monde. Parce que quand il y a une révolution en France, comme celle des Gilets jaunes, le Mali n'intervient pas. Oui! Vous n'aimez pas la vérité, c'est triste. Pourtant, c'est vrai. Il ose avoir une position de jugement de valeur. Il ose distribuer les bons et les mauvais points. Qu'en est-il de tous les coups d'État qui ont été perpétrés par la France en Afrique? Plus de 100 coups d'État du 20e au 21e siècle, dont la France a été coupable. Coup d'État en Côte d'Ivoire, coup d'État en Centrafrique, coup d'État au Cameroun, coup d'État au Mali, contre Modibo Keïta. C'était un coup d'État soutenu par la France, oui ou non? Coup d'État au Burkina Faso. Ou est-ce coup d'État au Tchad? Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme coup d'État dont la France était l'actrice majeure? Coup d'État à Djibouti, coup d'État à Madagascar, coup d'État aux îles Comores. Quel coup d'État la France n'a-t-elle pas fait? Qu'est-ce que Bob Denard n'a pas fait en Afrique? Et puis on n'a pas vu. Voici quelqu'un qui est le président d'une 5e République abonné au coup d'État en Afrique. Là, je n'ai parlé que des coups d'État militaires. Quels sont les coups d'État civils qui ne sont pas supportés, soutenus par la France? Hollande, quand il était président de la République, n'adressait-il pas des lettres de félicitations aux fraudeurs d'élections? Tous ces pays issus du néocolonialisme, du colonialisme français, dirigés par des présidents autoproclamés à vie, n'ont-ils pas reçu des lettres de félicitations de François Hollande à l'issue de leurs mascarades électorales? N'étaient-ce pas des coups d'État civils? Ne sont-ce pas des coups d'État civils? Ce sont des coups d'État civils perpétrés par des dictateurs comme Biya, comme Ouattara, avec le soutien de la France. Les Bongo, avec le soutien de la France. Quels sont les coups d'État civils qui n'ont pas eu lieu en Afrique? Quels sont les assassinats politiques qui n'ont pas eu lieu en Afrique avec le soutien de la France? M. Hollande se rend-il compte qu'en tant qu'ancien président français, il n'a pas titre
à émettre un avis moral sur la politique africaine. Parce que la France a été une puissance profondément immorale. C'est comme cela que les Africains la connaissent. Ils l'ont connue comme puissance négrière. Ils l'ont connue comme puissance coloniale. Ils la connaissent comme puissance néocoloniale impérialiste et ils la connaissent comme puissance mensongère, qui ne veut toujours pas rejoindre le langage de vérité, qui ne veut toujours pas accepter d'assumer ses responsabilités historiques, de réparer ses problèmes tels qu'ils se posent. Donc, M. Hollande, on le laisse finir. La question sur l'Ukraine. Est-ce qu'il y a un lien entre le Mali et l'Ukraine? Oui, il y a un lien. Parce que au Mali, conséquence du fait que au la Mali, Russie s'est ce substituée sont à la les France. Russes, Ouais. les services russes qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur aient pas donnée. Donc aujourd'hui... Donc je m'arrête là. Hollande prétend que les coups d'État qui ont renversé, le coup d'État qui a renversé, eh bien, Ibrahim Boubacar Keïta au Mali a été mené par les Russes. À quel moment? C'est faux. Il n'y a aucune espèce de preuve en ce sens. Quand Ibrahim Boubacar Keïta est renversé, c'est parce que le peuple malien est dans la rue. Et que l'armée bascule vers le peuple. Et quand l'armée bascule vers le peuple, ce n'est même pas Assimi Goïta qui prend immédiatement le pouvoir comme chef de l'État, c'est le colonel Bandao. Ce colonel Bandao va s'avérer un homme de Paris. Quand Bandao prend le pouvoir et se met à aller chercher les conseils chez Alassane Ouattara à Abidjan, quand Bandao prend le pouvoir et vient prendre les conseils, eh bien, de Macron en France, tout va bien. C'est quand la jeune garde de l'armée, incarnée par le colonel Assimi Goïta d'alors, décide de changer la doctrine de libération du pays. Là, ça leur pose un problème, ce coup d'État. Parce que tout d'un coup, de vrais patriotes révolutionnaires africains sont à la tête du Mali. La Russie n'a pas fait le coup d'État. Ce n'est pas la Russie qui a installé Assimi Goïta au pouvoir. C'est la révolution populaire citoyenne civile qui a été l'occasion pour Assimi Goïta et ses compagnons de rejoindre le peuple et d'acter le fait qu'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait plus être chef de l'État. L'alliance avec la Russie, elle s'est construite sous nos yeux. Plus tard, la Russie n'a pas joué un rôle prépondérant, un rôle majeur, un rôle quelconque sérieux dans la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vous êtes des menteurs à Paris, de gros menteurs. À Abidjan, on dit menteurs gros grains. Gros grains. C'est ce que vous êtes. Et maintenant, il nous parle de l'Ukraine, François Hollande. Mais qui est l'Ukraine? Mais l'Ukraine est le pays qui est utilisé par l'OTAN pour combattre, justement, la Russie. Aujourd'hui, tout le monde le sait. La guerre russo-ukrainienne est une conséquence de l'expansion de l'OTAN vers l'est de l'Europe. Comme l'a dit le pape François Ier, eh bien, avant de mourir, cette guerre n'aurait pas eu lieu si l'OTAN n'était pas venue aboyer aux portes de la Russie. Fin de citation. Donc, l'OTAN, c'est le proxy. Pardon, l'Ukraine, c'est le proxy de l'Occident pour attaquer la Russie. De l'OTAN, pour attaquer la Russie. Exactement comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Mauritanie sont des proxys de l'OTAN pour attaquer l'AES. C'est le même système qu'on connaît, exactement comme le Rwanda et l'Ouganda sont des proxys de l'OTAN pour dépecer le Congo, RDC. Oui, nous connaissons le modèle. C'est comme ça qu'on a utilisé le Koweït pour attaquer l'Irak. C'est comme ça qu'on a utilisé l'Irak pour attaquer l'Iran. C'est comme ça qu'on utilise Israël pour attaquer l'Iran, pour attaquer la Syrie, pour attaquer la Jordanie, pour attaquer l'Égypte. C'est un modèle de déstabilisation occidentale du monde que nous avons amplement étudié et éprouvé. Je vous ai souvent parlé du merveilleux livre de Daniel Ganser, intitulé « Les guerres illégales de l'OTAN ». Si vous regardez le modèle, c'est toujours comme cela. On prend un État, on l'utilise comme cheval de Troie pour attaquer l'autre. Ou on prend maintenant des groupes terroristes déguisés en soi-disant religieux pour attaquer des pays dont on veut voler le pétrole, le gaz, l'uranium, le coltan, le lithium, etc. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. L'Ukraine est donc au service de la guerre hybride occidentale contre le Sud global. Et Hollande, en 2025, devrait savoir que les Ukrainiens ont assumé cela publiquement. En fin juillet 2024, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et un directeur des services de défense et de sécurité de l'Ukraine sont apparus en mondovision sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal et ont revendiqué la participation de l'Ukraine au combat contre l'armée malienne et ses alliés russes en territoire malien, à Tinzawaten. Des combats qui ont coûté 100 de morts à l'armée malienne et à ses alliés russes.
Donc l'Ukraine fait partie du complot occidental pour agresser l'Afrique. Exactement comme elle fait partie du complot occidental pour agresser la Russie. Voilà les faits. Monsieur Hollande croit s'adresser à une foule d'ignorants fiefés. Mais l'Afrique est éveillée, elle est informée, elle est documentée. Et nous servirons la vérité avec acharnement. La vérité avec acharnement. La vérité avec acharnement. Notre détermination est totale en ce sens. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? On lui redonne la parole. Et qui ont promis au Mali, ce sont les Russes, les services russes, qui ont d'abord déstabilisé et qui ont promis au Mali une sécurité qu'ils ne leur aient pas donnée. Donc aujourd'hui, on peut dire, c'est loin, ça ne nous intéresse pas. Si on compare la coopération militaire russe avec le Mali à la coopération française, il n'y a pas photo. Avec la France, avec la MINUSMA, avec l'Union européenne, hein, tout ce conglomérat de pays hirsutes, hétérogènes et hétéroclites, qui remplissaient le Mali et empêchaient même les Maliens de nager tranquillement dans leur piscine à Bamako. Pendant tout le temps qu'ils ont été là, est-ce que le Mali a été capable de reconquérir la totalité de son territoire? Est-ce que le Mali a été capable de reconquérir le nord de son territoire? La partie nord de son territoire? Non. Que signifie la victoire de Kidal? Que signifie le rétablissement de l'autorité de l'État malien à Kidal? Cela signifie toute la différence entre la pseudo-lutte antiterroriste de la France, de l'Union européenne, de l'ONU au Mali, et la vraie lutte antiterroriste de l'Alliance russo-malienne. Les Maliennes et les Maliens, les Africaines et les Africains, eux, ils savent que l'Alliance russo-malienne dans la lutte antiterroriste est plus efficace que l'Alliance malio-européenne, malio-française. Écrivez ça. Il n'y a pas photo. L'armée malienne n'a jamais été aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui depuis plus de 30 ans. L'armée malienne n'a jamais été en position de force comme elle l'est face aux groupes terroristes que ce qu'elle est sous le président Assimi Goïta. Ce sont des faits. Et l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui est la meilleure force antiterroriste du continent africain. Donc là-dessus, il n'y a pas de comparaison possible entre la coopération militaire antiterroriste française avec l'Afrique et la coopération militaire antiterroriste russe avec l'Afrique. On peut prendre un deuxième critère. La France a toujours empêché les pays africains en lutte contre le terrorisme de s'approvisionner normalement en armes de combat. Alors qu'avec la coopération russe, ces pays ont pu s'approvisionner convenablement et ils sont convenablement approvisionnés au quotidien. Ce sont des choses incontestables. Mais il faut ajouter un troisième argument. La Russie n'a jamais réduit les Africains en esclavage. La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. La Russie n'a jamais essayé de peupler l'Afrique. Les Russes sont des partenaires gagnant-gagnant. Ils obtiennent ce qu'ils demandent et les Africains obtiennent ce qu'ils demandent. Alors que la coopération avec les Occidentaux n'a jamais été gagnant-gagnant. Ça a été une escroquerie, une exploitation unilatérale, violente et même hypocrite, cynique, sadique, diabolique. Donc pour nous, Africains, la coopération avec la Russie et même la Chine ou la Turquie ou même l'Iran, elle est infiniment préférable en termes de résultats à la coopération avec les puissances occidentales. Ça, vous pouvez l'écrire. C'est la réalité objective, non seulement des dirigeants révolutionnaires panafricanistes, mais de l'opinion cultivée. Il n'y a que les ignorants et les hypocrites qui diront le contraire. Suite et fin. Ce sont les Russes les services russes, les Russes, tous les jours, les Russes. Sécurité qui ne leur est pas donnée. Donc aujourd'hui, on peut dire, c'est loin, ça nous intéresse pas. Si ça nous intéresse, les conflits, il faut toujours les regarder à la fois par rapport à ce qu'ils provoquent sur place, mais aussi avec leurs effets sur notre propre continent ou notre propre pays. Les Russes, de ce point de vue, sont tout à fait désireux de déstabiliser, pas simplement le Mali, mais la France. Voilà. Les Russes sont désireux de déstabiliser, pas simplement le Mali, mais la France. Ça, c'est de la russophobie primaire. Les Russes n'ont jamais déstabilisé un pays africain. Jamais. Ils ont accompagné les mouvements de lutte contre les puissances colonialistes et impérialistes au XXe siècle. Ils sont revenus en Afrique au XXIe siècle faire des affaires avec les gouvernements qui l'estiment, qui le veulent. Quand un gouvernement signe un accord avec la Russie coopère avec lui. Mais nous ne voyons pas la Russie se comporter en Afrique comme étant celle qui viendrait imposer aux Africains leurs valeurs morales, leurs critères juridiques, leur modèle politique, leur modèle social, familial. Nous ne voyons jamais la Russie sur ce terrain. Elle n'est pas, en Afrique, une puissance colonialiste. Elle n'est pas une puissance raciste en Afrique.
Elle n'est pas une puissance négrière en Afrique. Elle n'est pas, pour les Africains et en Afrique, une puissance impérialiste. Et votre russophobie instrumentale et primaire, eh bien, n'atteint pas les Africains. Elle ne vaut rien aux yeux des Africains informés, cultivés et déterminés à être souverains et libres. Maintenant, je vais aller plus vite sur les deux dernières questions auxquelles je devais répondre. Mais pourquoi François Hollande ment-il? J'ai prouvé qu'il ment, n'est-ce pas? Mes amis, j'ai prouvé qu'il ment, oui ou non? J'ai prouvé qu'il ment. Très bien, merci. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ment? Il ment parce qu'en fait, François Hollande a toujours en tête le plan qui veut que la République française vive au détriment des richesses africaines. Il appartient à cette élite politique française qui est incapable de concevoir la puissance de la France sans l'exploitation continue de l'Afrique. Hollande est un serviteur de la France-Afrique. Il avait écrit dans son programme, quand il venait au pouvoir en 2007, quand il venait au pouvoir en 2012, pardon, il avait écrit dans son programme, proposition 58, je vais mettre un terme à la France-Afrique. Tous les 5 ans qu'il a été au pouvoir, il n'en a rien fait. Hollande nous a déçus. C'est à cause de lui que j'ai démissionné du Parti Socialiste. Quand j'ai vu qu'il ne tiendrait aucune des propositions qu'il avait faites dans son programme de 2012, programme où il prétendait qu'il allait combattre la finance, alors qu'il s'est avéré un esclave de l'oligarchie financière occidentale, eh bien, j'ai jeté ma carte du Parti Socialiste et repris le combat sur les bases panafricanistes. Car j'avais tenté de convaincre les dirigeants de la gauche française de changer de politique africaine de la France. Et j'ai échoué à le faire. J'ai compris qu'il fallait maintenant appuyer sur le levier du processus endogène de libération de l'Afrique. Et ce levier marche très bien. J'ai eu raison de changer d'avis. Donc ce monsieur-là, j'ai prouvé que ce qu'il a dit est faux. Mais je viens de vous dire pourquoi il ment. Il ment parce qu'il fait partie de cette élite qui veut continuer à exploiter l'Afrique, en mentant sur l'Afrique, en rusant sur l'Afrique. Hollande n'a pas renoncé à ce qu'on lui a appris, explicitement ou implicitement, c'est que l'Afrique doit être le précaré, la zone d'influence, la chasse gardée de la France. Hollande fait partie des dirigeants de la 5e République française qui n'ont pas été décolonisés. Il n'est pas mentalement décolonisé. C'est ça la raison. Alors, comment tout ceci va-t-il finir? C'est la dernière question à laquelle je veux répondre pour conclure cette émission. Ça va finir comme ça a commencé à finir. Les Africains sont en train de se débarrasser de toutes les troupes néocolonialistes françaises. Ils se débarrassent d'abord des troupes militaires visibles et ils vont se débarrasser des troupes militaires invisibles. C'est-à-dire de celles qui sont cachées dans les compagnies militaires de sécurité, dans les ONG, qui sont cachées dans des missions saugrenues et qui en réalité ont pour but de continuer le même travail, cette fois-ci sous forme d'espionnage, sous forme de mercenariat. Et les Africains sont en train de se débarrasser de ces Africains qui, devenus supplétifs du néocolonialisme français, se sont déguisés en djihadistes pour attaquer leur propre pays. Donc, le problème est en train d'être résolu par la défaite des troupes néocolonialistes et impérialistes sur le sol africain. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'Afrique va mettre fin bientôt à la mamelle nourricière de l'économie française, qui était le franc CFA. M. Hollande peut être sûr qu'il va être guéri par les faits. Nous allons leur donner une guérison factuelle. Comme ils ne veulent pas démanteler les structures de domination, les Africains eux-mêmes les démantèlent. Et c'est une loi de l'histoire. La liberté ne s'octroie pas, elle ne s'accorde pas, elle s'arrache et elle s'exerce. D'accord? Donc le franc CFA va bientôt mourir. Le poste de péage douanier que la Banque de France avait ouvert sur les économies africaines, il va être entièrement fermé. Troisième élément important, les matières premières africaines gratuites, il ne sera plus possible de venir les piller, puisque la France ne pourra plus contraindre militairement les dirigeants et les peuples africains à donner ces matières premières, et qu'elle ne pourra plus utiliser la ruse monétaire pour pomper ces matières premières, sous la forme de la dette, sous la forme de l'aide française au développement. Le robinet des matières premières africaines va être fermé. Le symbole en est la perte de l'uranium du Niger. Écrivez ça. Voilà comment ça va finir. Quatrièmement, ça va finir lorsque la France va perdre son statut de penholder, tenante de la plume, au Conseil de sécurité des Nations Unies pour toutes les affaires concernant l'Afrique. Lorsque l'Afrique va entrer parmi les puissances détenant le droit de veto aux Nations Unies, diplomatiquement, ça en sera fini de la domination française en Afrique. Enfin, 5e cadran, les Africains sont en train de renouer avec leur civilisation multimillénaire et ils sont en train de restaurer et revaloriser leur langue. Bientôt, sur tout le continent africain, le français sera seulement une langue de travail.
les langues nationales, régionales, continentales vont repasser devant. La renaissance africaine est en marche. Ce n'est pas M. Hollande, avec ses petits mensonges sur France Inter, qui peut l'interrompre. C'est ce qu'il fallait démontrer, je l'ai démontré. Je vous remercie.